James Potter et le retour des anciens. Prologue. À l'abri du mur d'angle, M. Gris jeta un coup d'œil vers l'autre côté du couloir, qui s'étendait vers une obscurité infinie, à peine troublée par la lueur argentée des globes flottant dans l'air. M. Gris avait entendu dire que ces globes étaient des feux follets, encastrés dans le verre par un sortilège de boucles temporelles, ce qui les rendait inextinguibles. Lui-même n'avait jamais entendu parler de feux follets, et encore moins du sortilège de boucles temporelles. Mais il faut dire qu'il ne s'était encore jamais trouvé dans un endroit pareil, dans le département des mystères du ministère de la magie. Il eut un frisson. « Je ne vois personne !» chuchota-t-il aux deux ombres derrière lui. « Il n'y a ni porte, ni verrou pour nous empêcher d'entrer. Pensez-vous qu'il pourra utiliser des barrières invisibles ou quelque chose du genre ?»« Non, » répondit une voix rauque. « Nous avons reçu un plan qui nous indique l'emplacement de chaque détecteur, et ici, nous ne risquons rien. La seule chose à surveiller est une éventuelle sentinelle. Mais si vous ne voyez personne, allons-y. » Monsieur Gris s'agita nerveusement. « Je sais ce que nous avons reçu, mais tout ça ne me semble pas normal, Bistle. J'ai un bon instinct pour ce genre de choses. Du moins, c'est ce que ma vieille mère prétendait. »« Ne m'appelez pas Bistle, sombre andouille, » répondit la voix rauque qui appartenait à un gobelin particulièrement ours dans sa chemise noire et son pantalon épais. « Durant toute cette mission, je suis Monsieur Safran, et que votre instinct aille se faire voir. Vous n'êtes qu'un pleutre, et vous avez peur de tout endroit inconnu. Plus vite nous en aurons terminé, plus vite nous serons rentrés chez nous, pour célébrer notre succès. » La troisième silhouette, un vieil homme maigre et long, au menton orné d'un bouc blanc, passa devant M. Safran et avança calmement dans le couloir, examinant en détail chacune des portes. « Prenez exemple sur M. Rose, » indiqua M. Safran en le suivant de près, tout en regardant autour de lui. « Lui au moins fait confiance à nos informations. Aucune sentinelle, aucun problème. Pas vrai, Monsieur Rose ?» Le visage crispé, M. Gris suivit les deux autres, tout en étudiant lui aussi les portes mystérieuses. Il y en avait des centaines, peut-être même des milliers, le long de ce couloir sans fin. Aucune d'elles n'était marquée de la moindre pancarte. Cependant, il entendait M. Rose marmonner entre ses dents. « Et pourquoi devrais-je être M. Gris ?» se plaignit M. Gris d'une voix mécontente. « Personne n'aime le gris. D'ailleurs, à mon avis, c'est à peine une couleur. » Le gobelin l'ignora. Après quelques minutes, M. Rose s'immobilisa. Derrière lui, M. Safran et M. Gris s'arrêtèrent aussi. Ils regardèrent autour d'eux, dans le couloir, les sourcils froncés. « Ça ne peut pas être là, Monsieur Rose, » dit le gobelin. « Il n'y a aucune porte à cet endroit. Êtes-vous certain d'avoir bien compté ?»« Oui, j'ai bien compté, » répondit M. Rose. Il jeta un coup d'œil sur le sol, puis frotta le marbre du bout du pied. Il y avait un éclat sur l'une des dalles, au coin. M. Rose poussa un grognement, puis il s'agenouilla. Du doigt, il tritura le coin cassé, puis hocha la tête et accrocha son doigt dans le trou avant de tirer. Immédiatement, un rectangle du dallage se souleva, s'ouvrant comme un clapet. En dessous, il y avait une sorte de creux dans le sol, qui, lorsque M. Rose l'activa, glissa comme un long tiroir vertical. Il remonta jusqu'au plafond dans un grincement régulier. Puis, avec un long frémissement, il se figea. C'était une pierre, aussi large et haute qu'une porte, de quelques centimètres d'épaisseur. M. Gris jeta un coup d'œil inquiet autour de lui, mais il ne vit que le couloir sans fin du département des mystères, qui s'étirait de chaque côté. « Comment saviez-vous que c'était ici ?» demanda M. Safran, en jetant un coup d'œil vers M. Rose. « Elle me l'a dit, » répondit l'autre en haussant les épaules. « Vraiment ?
Y aurait-il autre chose que vous sauriez sans nous en avoir fait part ? Je ne sais que ce qui était nécessaire pour nous mener au but, répondit M. Rose. Vous avez à forcer les serrures. M. Gris est notre homme fort, et moi, j'ai l'itinéraire. Nous savons tous ce qui correspond à notre rôle, et rien d'autre. Oui, oui, je me souviens, grommela le gobelin. Alors, laissez-moi ouvrir cette porte. M. Rose s'écarta de côté, tandis que M. Safran s'approchait du mystérieux linteau de pierre. Il l'étudia avec soin, plissant les yeux et marmonnant, puis il posa l'une de ses énormes oreilles contre la pierre, tapotant ici et là. Enfin, il fouilla dans l'une des poches de sa chemise noire et en sortit un outil compliqué, formé de multiples tiges métalliques. Il en sortit une et la plaça contre la serrure du linteau rocheux. « Vraiment, ce n'est pas difficile, » marmonna-t-il. « C'est un verrou homonculus. Il s'ouvre quand les différentes circonstances exigées sont présentes. Ça aurait pu demander, par exemple, une chanteuse rouquine du chœur national de l'Atlantide à 3 heures un mardi matin. Ou encore, une lumière du soleil levant à travers un miroir fendu devant l'œil d'une chèvre. Ou encore, que M. Gris lance un crachat sur une salamandre violette. Parfois, je suis tombé sur des homonculus franchement vicieux. « Et celui-ci est infacile ?» demanda M. Gris avec espoir. Le gobelin ricana, montrant ses petites dents pointues. « Non, mais vous avez entendu ce que M. Rose a dit, pas vrai ? Nous sommes tous là pour nos capacités particulières. » Il chercha dans une autre poche et en sortit une fiole minuscule remplie d'une poudre rouge. Avec soin, le gobelin la décapsula et renversa le contenu au pied du linteau de pierre. La poudre tomba en tourbillonnant, formant un dessin anormalement régulier. M. Gris se pencha et vit qu'il s'agissait de la forme d'une main squelettique, un doigt pointé vers le verrou. M. Safran sortit alors un petit outil de cuivre et marmonna. Aculumos. Un étroit faisceau de lumière verdâtre jaillit de l'extrémité de l'outil. Le gobelin s'accroupit et posa délicatement son outil le long de la main afin que la lumière soit pointée à l'angle exact qu'indiquait le doigt osseux. M. Gris poussa un cri étouffé et recula de quelques pas. Dans la lumière précisément placée de la petite lampe de M. Safran, la pierre rugueuse ne présentait plus une surface uniforme. Le jeu des ombres révélait une gravure sophistiquée, un squelette grimaçant et riant entouré de petites ombres naines. La main droite du squelette était tendue et formait une sorte de poignée de porte. La main gauche manquait, et M. Rose frissonna soudain quand il réalisa que la poudre rouge représentait ce membre amputé. « C'est une danse macabre, » dit M. Safran en étudiant la gravure. « Une danse de mort, qui est révélée avec de la poudre de sang de dragon et de la lumière caverneuse. Oui, ce verrou est plutôt bon, monsieur Gris. »« Est-il ouvert ?» demanda M. Rose d'une voix sèche. « Il n'a jamais été fermé, » répliqua le gobelin. « Nous devions juste savoir où se trouvait la poignée. Je vous en prie, monsieur Rose, à vous l'honneur. » Le grand homme barbu s'approcha du panneau en prenant soin de ne pas se placer dans le faisceau de la lueur verdâtre. Il tendit la main et resserra ses doigts sur le point du squelette gravé dans la pierre. Il tourna, et aussitôt retentit un cliquettement lent et grinçant. La porte s'ouvrit vers l'intérieur, révélant un grand espace sombre. Dans le lointain résonnait le son de l'eau courante. De l'air froid jaillit de l'ouverture, rafraîchissant l'atmosphère du couloir et gonflant la chemise noire de M. Safran. M. Gris frissonna, tandis que gelait sur son front la sueur de l'angoisse. « Où sommes-nous ? Cet espace n'existe même pas ici, si vous voyez ce que je veux dire. »« Bien entendu, il n'existe pas, » répondit M. Safran avec dédain, mais il cherchait aussi à cacher sa frayeur. « C'est une cage secrète. On nous en a parlé et vous le savez. C'est ici que se trouve le coffre. Venez, nous n'avons pas beaucoup de temps. » M. Rose franchit le seuil
et les autres le suivirent, baissant la tête pour pouvoir passer. Il devint aussitôt apparent, d'après l'odeur fétide et les échos que renvoyaient leurs pas, qu'il se trouvait dans une profonde caverne. Monsieur Rose sortit sa baguette et l'alluma, ne révélant rien d'autre que des rochers brillants et humides sous leurs pieds. L'obscurité était si totale qu'elle absorbait la lumière, et Monsieur Gris eut la sensation d'être dans un endroit si profondément enterré dans les entrailles de la terre que jamais le soleil n'y parvenait. Un froid humide et rance s'incrustait déjà dans sa peau, et il frissonnait après la tiédeur du couloir. Monsieur Gris jeta un coup d'œil en arrière, mais il ne vit que la porte, qui brillait d'une lumière dorée, presque comme s'il s'agissait d'un mirage. « Où pensez-vous que nous nous trouvions ?» demanda-t-il. « C'est une poche d'air dans une caverne sous l'océan Atlantique, » répondit Monsieur Rose, qui marchait toujours. « Sous... » La voix de Monsieur Gris se cassa, et il dut déglutir. « J'ai un mauvais pressentiment tout à coup, très mauvais. »« Nous devrions retourner sur nos pas, Bistle. »« Ne m'appelez pas Bistle, » répliqua le gobelin plutôt machinalement. « Qu'y a-t-il dans ce coffre de toute façon ?» gémit Monsieur Gris. « J'espère que ça vaut le coup, mais je ne vois rien de bon sortir d'un endroit pareil. »« Ne vous inquiétez pas de ça, » dit Monsieur Safran de sa voix rauque. « Ça vaut bien plus que tout ce que vous avez jamais rêvé. Nous ne retrouverons plus jamais un coup pareil. C'est terminé, les vols misérables et les errances de nuit. Une fois que nous aurons ce coffre, notre fortune est faite. »« Mais dites-moi, » insista Monsieur Gris, « qu'y a-t-il dans ce coffre ?»« Eh bien, un peu de patience, vous allez voir. » Monsieur Gris s'immobilisa. « En fait, vous n'en savez rien, pas vrai ?» De rage, le gobelin se mit à bafouiller. « Espèce d'imbécile sans imagination, c'est sans importance ce qu'il y a dedans. On nous a promis que nous n'aurions plus besoin de rien après, et ça me suffit. Tout ce que nous avons à faire est d'emporter la boîte et de donner sa part à notre informateur du ministère. Personne ne nous aurait permis de pénétrer dans le département des mystères sans un énorme butin en vue. D'ailleurs, Monsieur Rose est sans doute au courant. Pourquoi ne pas lui poser la question ? » « Non, je ne sais rien, » répondit Monsieur Rose avec conviction. Il y eut un long moment de silence. Monsieur Gris entendait toujours l'eau couler d'une façon régulière et renvoyer des échos dans l'obscurité. Enfin Monsieur Safran demanda. « Alors comme ça, vous non plus ne savez rien ?» Monsieur Rose secoua la tête lentement, un mouvement à peine visible dans la lumière de sa propre baguette. Le gobelin fronça les sourcils. « Chacun de nous ne sait que ce qui est nécessaire pour accomplir cette mission. Pas vrai ? » « La seule chose qui importe est de savoir où aller, » dit Monsieur Rose. « Une fois que nous y serons, nous saurons quoi faire. » Devant ce rappel de leurs instructions, le gobelin hocha la tête. « D'accord, allons-y, Monsieur Rose, nous vous suivons. »« Nous y sommes, » répondit Monsieur Rose. « À partir de là, c'est à Monsieur Gris de jouer. » Il tendit le bras, mettant sa baguette en avant. Illuminé par la lueur vacillante, un visage monstrueux et bestial jaillit de l'obscurité. Monsieur Gris sentit ses genoux mollir. « Ce n'est qu'une statue, stupide individu !» grogna Monsieur Safran. « C'est la tête de dragon dont on nous a parlé. Allez-y, avancez et ouvrez-la. Gagnez votre part, Monsieur Gris. »« Je déteste vraiment ce nom, » protesta Monsieur Gris. Cependant il avança vers la tête de la statue de dragon. Elle était plus grande que lui, étrangement formée de stalactites et de stalagmites de la caverne. « Je voudrais être appelé Monsieur Violet, » ajouta-t-il. « J'aime le violet. » Il s'accroupit et passa les mains entre les dents acérées du dragon au niveau de la mâchoire supérieure. Monsieur Gris possédait une force immense, mais soulever la mâchoire lui demanda cependant un effort surhumain. Il avait le visage couvert de sueur, les tendons de son cou se raidissaient sous la tension, et pourtant la statue ne bougeait pas. Au moment même où Monsieur Gris était certain d'échouer et de voir ses muscles s'arracher de ses os,
il y eut un fracas retentissant, comme du verre brisé, et la mâchoire devint enfin manœuvrable. Les stalactites qui l'immobilisaient avaient été brisées. M. Gris la souleva complètement, jusqu'à ce que les deux autres puissent se faufiler à l'intérieur. « Dépêchez-vous » ordonna-t-il les dents serrées. « Faites attention de ne pas lâcher ce caillou pour nous coincer dedans » maugréa M. Safran, tandis que lui et son complice passaient à travers l'ouverture. Dans la tête du dragon, le tunnel était bas et presque parfaitement rond. Les stalactites et les stalagmites ressemblaient à des piliers qui supportaient le plafond voûté. Sur le sol, les pierres étaient lisses et bien alignées, toutes dirigées vers le centre où une étrange forme attendait dans l'obscurité. « Il ne s'agit pas d'un coffre », remarqua M. Rose d'un ton sec. « Non, » admit M. Safran. « Mais c'est pourtant la seule chose qu'il y ait ici. Pensez-vous que nous pouvons le transporter à nous deux ?» M. Rose descendit les escaliers, laissant le gobelin trottiner derrière lui. Ensemble, les complices étudièrent l'objet un moment, puis M. Rose plaça sa baguette entre ses dents. Il se pencha, attrapa un côté, et indiqua du menton au gobelin de se placer en face de lui. C'était étrangement léger, bien que recouvert d'une croûte de calcaire et d'autres minéraux. Maladroitement, ils soulevèrent l'objet et le ramenèrent en haut des escaliers. La lueur de la baguette de M. Rose sautait et vacillait, renvoyant contre les piliers des ombres grotesques. Enfin, ils réussirent à faire passer l'objet à travers les mâchoires ouvertes de la tête de la statue du dragon. M. Gris les attendait, en nage, et il tremblait de tout son corps. Dès qu'il vit ses deux compagnons sortis, il relâcha sa prise sur la mâchoire de pierre qui retomba violemment, renvoyant un nuage de poussière âcre tout autour. M. Gris s'effondra sur le sol, au bord de l'épuisement. « Alors, de quoi s'agit-il » demanda M. Safran, sans se préoccuper du souffle rauque de M. Gris. « On ne dirait pas que ça vaille une fortune. »« Je n'ai jamais dit que ça valait une fortune, » intervint derrière eux une voix dans l'obscurité. « J'ai simplement dit que vous n'auriez ensuite plus besoin de travailler. » En y réfléchissant, cette petite phrase peut être interprétée de façon différente. C'est amusant, vous ne trouvez pas ? M. Safran pivota sur ses talons, cherchant à découvrir l'origine de la voix. Mais M. Rose se retourna lentement, presque comme s'il s'attendait à cette interruption. Une silhouette émergea peu à peu de l'obscurité, enveloppée d'une cape noire, le visage caché sous un horrible masque brillant. Deux autres silhouettes, également costumées, le suivaient. « Je reconnais votre voix, » dit M. Rose. « J'aurais dû m'en douter. »« Oui, » admit le nouvel arrivant. « Vous auriez dû, monsieur Fletcher, mais vous ne l'avez pas fait. Toutes vos années d'expérience ont cédé sous l'appât de la cupidité. Et désormais, il est trop tard. »« Attendez un peu » s'écria M. Safran en levant les mains. « Nous avions un accord. Vous ne pouvez pas faire ça. Nous avions signé un pacte. »« Effectivement, mon cher ami Gobelin. Je vous remercie pour vos services. Voici votre dû. » Il y eut un éclat de lueur orange, et M. Safran prit le sort en plein visage. Il s'agrippa des deux mains à sa gorge et tomba en arrière, avec des grognements comme s'il étouffait ou se tordait de douleur. M. Gris se releva lentement. « Ce n'est pas juste. Vous n'auriez pas dû faire ça à Bistle. Il n'a fait qu'obéir à vos ordres. »« Et nous lui avons donné exactement ce qui lui était promis, » répondit la voix masquée d'un ton amusé. Il y eut un autre éclat de lueur orange, et M. Gris s'effondra à son tour, lourdement, sur le sol de pierre. Puis, les trois silhouettes s'approchèrent plus près, entourant M. Rose. Il jeta autour de lui un regard traqué. « Dites-moi au moins de quoi il s'agit, » dit-il. « Dites-moi pourquoi vous teniez tellement à ce que nous vous ramenions cet objet. Pourquoi avoir fait appel à nous, au lieu d'agir vous-même ? » « Pour la dernière question, je regrette, mais ça ne vous regarde pas, monsieur Fletcher, » dit la voix, en lui tournant autour. « Si je vous répondais, je devrais ensuite vous tuer, comme on dit. Et franchement,
ça ne serait pas en accord avec notre marché. Nous avons promis que vous n'auriez plus besoin de rien, et j'ai l'intention de m'y tenir. Bien entendu, votre vie ne sera pas exactement ce que vous en attendiez. Mais un mendiant n'a pas trop le choix, question aumône. Il sortit sa baguette et la pointa sur le visage de M. Rose, qui se souvint tout à coup ne pas avoir utilisé depuis des années le nom de Fletcher. Il avait changé d'identité quand il avait cessé d'être un escroc. Il avait essayé de son mieux de devenir honnête. Mais quand on l'avait approché pour ce travail, pénétrer à l'intérieur du ministère de la magie, un défi si rare, un gain si énorme, il n'avait pu y résister. Il pensa que ses vieux amis de l'ordre du Phénix allaient être terriblement déçus. Bien sûr, la plupart d'entre eux étaient morts désormais. Et puis, personne ne connaissait son nom actuel. Du moins, il le pensait. De toute évidence, les gens qui l'avaient piégé étaient au courant, et depuis toujours. Il l'avait utilisé comme un outil, et à présent, il s'apprêtait à s'en débarrasser. D'un certain côté, la punition était méritée. Il soupira, et la voix continua. Quant à votre première question, cependant, je pense pouvoir y répondre. Il me paraît juste de satisfaire votre curiosité. De plus, à qui pourriez-vous en parler après ce soir? Vous êtes venu chercher un coffre rempli de richesses parce que vous êtes un homme mesquin, avec des ambitions mesquines. Ce n'est pas notre cas, monsieur Fletcher. Nous avons des buts grandioses, et grâce à vous et à vos sbires, nous avons maintenant les moyens de les accomplir. Nous visons le pouvoir absolu, et ce que vous voyez ici est un moyen de l'obtenir. Ce que vous voyez ici, monsieur Fletcher, signifie la fin du monde que vous connaissez. Mondingus Fletcher perdit tout espoir, et il tomba à genoux. Quand la lumière orange le frappa et l'étouffa, il sentit l'obscurité l'envahir, et il l'accueillit avec joie. Il se laissa sombrer.